Bonjour, mon nom est Marc Proulx. Vous écoutez la Pédagogie du cœur. Bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Avant de débuter la production des épisodes de la 3e saison, je vous ai proposé de m'indiquer les sujets dont vous aviez envie d'entendre parler en lien avec la pédagogie et l'enseignement. Parmi les suggestions que j'ai reçues, quelques personnes m'ont demandé de démystifier le rôle de l'orthopédagogue. Je me suis donc tourné vers Julie Normando, orthopédagogue qui travaille au primaire dans une école publique, et vers José Perron, orthopédagogue qui travaille pour sa part dans une école privée au secondaire. C'est à cette dernière que j'ai d'abord demandé de nous dire ce qu'est l'orthopédagogie. L'orthopédagogie, en fait, se définit par différents volets. Il y a un volet où on fait de l'analyse. En fait, c'est de comprendre les difficultés de l'élève. Donc, d'où viennent les besoins de l'élève qui est en face de moi. Ensuite, il y a le volet intervention. Une fois que les besoins sont identifiés, on se fait un plan de match, un plan de travail, un plan d'intervention en fonction d'objectifs pour que l'élève progresse dans ses défis. Donc, les champs d'intervention principaux, évidemment, il y a en lecture, en écriture, mathématiques. On peut aller travailler les stratégies d'organisation, de planification, tout ce qui touche aux fonctions exécutives aussi. Il y a même des orthopédagogues qui se spécialisent là-dedans. J'ai aussi voulu savoir comment elle voyait son rôle en tant qu'orthopédagogue dans une école secondaire. L'orthopédagogue doit essentiellement travailler en collaboration avec les profs. Je peux pas faire un aussi bon travail si j'ai pas une solide équipe de profs en dessous de moi qui me sert à dépister, qui me sert à analyser les besoins des élèves. Moi, je considère que les enseignants font comme la première ligne, travaillent avec leurs élèves, Oui. Puis à un moment donné, quand les élèves résistent aux interventions de base, à ce moment-là, je peux intervenir puis aller travailler avec les élèves qui éprouvent plus de difficultés. Mais je crois beaucoup à l'aspect prévention. Dans le fond, quand on travaille en RAI, la base de notre pyramide, là, notre 80% d'élèves qui sont réceptifs à ces stratégies-là, d'aller travailler avec les profs pour faire un bon niveau 1, en fait, que nos élèves aient des stratégies de base communes pour faire en sorte qu'après, on ait moins de références. Là. Quand tu parles de travailler en RAI, là, mettons que quelqu'un est en train d'écouter le podcast, est en train d'écouter le balado, il sait pas de quoi on parle, le RAI. Qu'est-ce que c'est quand on dit travailler en RAI? Ouais. En fait, c'est un modèle qui s'appelle la réponse à l'intervention. Donc, l'objectif, c'est de faire un enseignement de base universel, par exemple, en lecture. Donc, On va aller faire un enseignement universel à tout le monde. On va les outiller en stratégie. Le modèle montre qu'il y a à peu près 80% des élèves qui vont répondre aux stratégies de base. Il y a un 15% qui va être un peu plus résistant. Donc, à ce moment-là, on peut travailler avec eux en équipe, petit sous-groupe de besoins. Puis ensuite, il y a un 5% qui pourrait résister encore à ce petit sous-groupe-là. Dans ma discussion avec Julie Normando, orthopédagogue au primaire, il a aussi d'abord été question du rôle de l'orthopédagogue. Pour elle également, la communication et la collaboration avec l'enseignante ou l'enseignant sont primordiales. Moi, je pense que ça dépend tout le temps des besoins. Je vais commencer presque toutes mes phrases en disant « ça dépend ». Bien sûr, ça dépend. Je comprends. Alors, ça dépend de c'est qui mon enseignant. Est-ce que j'ai une enseignante ou un enseignant qui est à l'aise à ce que je travaille avec lui ou avec elle en classe? Est-ce qu'on peut se dire qu'on fait un co-enseignement? Est-ce qu'on peut se dire, ben, tu y vas, puis moi, je peux arriver avec une activité clé en main? C'est quoi notre objectif? Qu'est-ce qu'on se donne comme mandat? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Comment on peut y arriver? Alors, je me vois un peu dans un rôle soutien en classe, mais soutien à l'enseignant, soutien à l'élève. Et là, toute la définition de soutien à l'élève en classe, ça va vraiment vite. Alors là, on a plusieurs structures différentes qui pourront être adaptées, changées, transformées. Bon, j'ai des enseignantes qui ont besoin d'avoir une rigueur avec, c'est qui les élèves que tu suis, puis c'est quand, puis c'est quelle fréquence, puis tout ça. Fait qu'on peut se faire, mettons, un premier squelette pour dire, OK, là, on va prendre cet élève-là, voici l'objectif, puis c'est ça qu'on va faire à telle fréquence. OK? Oui. On va se donner comme un squelette de notre horaire. Maintenant, si j'arrive dans la semaine, puis que toi, t'as une production écrite, puis que moi, j'ai l'intention de travailler la production de phrases avec mon élève, c'est sûr que si tu m'invites dans ta classe cette journée-là, je vais travailler la production de phrases avec mon élève en même temps que tu vas faire l'activité.
Donc, je serai pas en planification d'une autre activité. Je vais être en ajustement de l'activité que tu vas proposer pour que lui me fasse ce que je veux qu'il fasse. Fait que c'est de jouer avec ce qui est là pour amener l'élève ou l'enseignant là où on veut être tout le monde. Donc, il faut que tu sois capable d'abord d'être à l'écoute du besoin de l'enseignant, de l'enseignante, du besoin de soutien, du besoin d'accompagnement, du besoin de l'élève. Ça te demande inévitablement beaucoup d'adaptation, là. Il doit y avoir beaucoup de moments où tu dois te retourner puis réorganiser puis un peu improviser, là, changer le chemin que tu avais l'intention de prendre. En fait, plus on va avoir des équipes de travail avec lesquelles on va pouvoir communiquer, échanger, planifier, plus ça va être facile d'avoir des interventions efficaces puis qu'on ne sera pas obligé de toujours changer. Oui. Alors, donc, il y a quelque chose qui vient avant, là. Oui. Il faut qu'on ait pu se parler avant ta présence pour qu'on sache, justement, tantôt tu disais, nommer un objectif, avoir une cible, organiser. Oui. Et lorsqu'un élève ou quelques-uns de nos élèves quittent notre classe pour aller travailler avec l'orthopédagogue, on peut se demander quel type de travail est réalisé à ce moment. José Perron m'a proposé un exemple précis et détaillé. Souvent, à partir d'un plan de travail qui est vraiment défini, parce que c'est facile de s'éparpiller. Là, on a un enfant qui a de la difficulté de façon générale. Oh, il y a un examen qui s'en vient, on a des questions. Oui, mais attends, moi, je suis pas là pour répondre nécessairement à tes questions explicites pour l'examen. On est là pour travailler un objectif spécifique. Par exemple, en lecture, on pourrait aller travailler juste la prise de conscience de la perte de compréhension. Oui. L'élève va lire son livre, souvent va même pas s'arrêter, ne pas prendre conscience qu'il ne comprend pas. Donc, à ce moment-là, il peut même pas la réparer. On lit des dizaines de pages, on fait « j'ai rien compris ». Mais en orthopédagogie, l'objectif spécifique pourrait être de prendre conscience de la perte de compréhension, de s'arrêter, et là, d'appliquer des moyens pour aller réparer cette perte de compréhension-là. Donc, on va aller modéliser les stratégies avec lui, on va l'accompagner, on va le faire avec lui. Ensuite, on le laisse un petit peu plus autonome dans l'application, sans que ça glisse, on est là pour récupérer. Puis évidemment, comme toujours, on veut qu'il soit autonome avec la stratégie, puis qu'il puisse, une fois en lecture individuelle, penser à sa stratégie puis l'appliquer. J'imagine que pour que ces stratégies-là, que ces éléments-là, tu vas développer avec l'élève pour que ça fonctionne, pour maximiser l'impact de ça, il faut que les enseignants soient d'abord intéressés à savoir justement, qu'est-ce qui se passe, sur quoi tu travailles, qu'ils puissent eux autres aussi aller rallumer certains éléments dont il va avoir été question. Il faut qu'il y ait un échange des deux côtés. Toi, comme orthopédagogue, tu as besoin de savoir comment les choses se passent en classe, mais le prof a besoin de savoir aussi, OK, on a travaillé telle chose, donc je vais pouvoir le réinvestir de mon côté. C'est essentiel. On passe par les plans d'intervention. Souvent, c'est là que les objectifs sont nommés. Quoique des fois, certains plans d'intervention en milieu scolaire peuvent être assez généraux. C'est rare qu'on va dans le très, très spécifique parce que je connais pas beaucoup de milieux où on fait de l'individuel 1 heure par semaine intégré à l'école, à moins que ce soit en petits sous-groupes, qu'on voit beaucoup au primaire aussi parce que la structure s'y prête mieux, oui. Je pense. Au secondaire, je trouve que c'est un peu moins facile. Mais le plan d'intervention peut servir à ça. On peut intégrer des objectifs quand même plus spécifiques. Moi, j'aime bien travailler avec les aides-mémoires aussi qui font comme un pont. Tu sais, l'élève arrive en classe, il a son petit duotang, on place les aides-mémoires qui fait que ça lui rappelle ce qu'on a travaillé en petit groupe ou en individuel. L'enseignant, voit ce cahier d'outils-là et est capable d'aller faire du pouce sur les stratégies. Ah oui, c'est vrai, toi en écriture, c'est ça, toi, tes 2 objectifs. Oui, c'est bon. Il peut lui faire repenser parce que oui, c'est un travail d'équipe. Il faut qu'on soit plusieurs à rappeler à l'élève là, ses buts, ses objectifs et ses moyens. Au cours de ma discussion avec Julie Normando, elle a mis le doigt sur une spécificité importante du rôle de l'orthopédagogue au primaire dans le cadre de sa collaboration avec les enseignantes et les enseignants. Il y a des enseignantes qui vont me dire « Ouais, mais moi, Julie, là, je sais pas comment l'enseigner, là, les fractions. Là. Moi, je suis pas bien avec ça, puis je sais pas comment le faire. Puis là, on va faire des SAE, puis là, je sais pas comment... Tu veux-tu le faire dans ma classe? » Et là, je vais dire « Ben oui, je vais y aller dans ta classe. » Puis là, je vais modéliser un peu ce que j'ai vu dans les autres classes. Puis là, regarde, on va le faire comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je suis d'accord. OK, bon, mais parfait, on va le faire comme ça. Il y en a une, elle me dit...
« Hey, je suis contente que tu sois là, Madame Julie. On voit telle notion, puis là, je voudrais vraiment que tu me dises, tu sais, si je l'enseigne bien. Puis s'il y a des choses que tu veux que je rajoute, tu le rajoutes en même temps. C'est intéressant parce que tu vois ce que tu me décris là, c'est une réalité qui est pas du tout la même qu'au secondaire. Parce qu'au secondaire, le professeur, c'est un professeur qui est spécialiste dans une matière. Voilà. Donc, il va avoir bien plus de difficultés à dire « Ah, moi, ça, j'ai un petit peu de difficulté à l'enseigner. » Même si ça nous arrive, là, il y a des notions avec lesquelles on est plus à l'aise que d'autres au secondaire, là. Le professeur de primaire, ben, il va avoir enseigné des notions de maths, des notions de sciences, des notions de français. Oui. Donc, c'est possible qu'il y ait un morceau où il dit, ben, ça, pour moi, c'est un peu plus difficile. Et là, tu vas pouvoir jouer un rôle de façon directe en soutien. J'avais même pas pensé à cette partie-là du rôle de l'orthopédagogue. Oui. Puis ça, tu sais, c'est pas quelque chose que les gens ont nécessairement en tête. C'est quand tu travailles avec eux. Oui. Puis là, tu dis, hey, on a fait ça dans la classe d'une telle. Ah ouais, hein, ben là, tu veux venir le faire avec moi? Ben oui, je vais y aller, ça va me faire plaisir. En fin d'entrevue, j'ai demandé à Josée Perron si elle avait des conseils pour les enseignantes et les enseignants, des moyens de faciliter leur travail en lien avec la mise en place des mesures de soutien. Oui, j'aurais un conseil pour eux pour avoir vécu la situation comme prof. Je me suis déjà sentie submergée par la quantité de plans d'intervention et la quantité de mesures spécifiques qu'on a. Donc, moi, je donnerais comme conseil de mettre en place des moyens, mais pour l'ensemble de notre classe. Il y a des moyens qui sont efficaces pour tout le monde, difficulté ou pas difficulté. Exemple, donner des consignes précises, claires, de donner des canevas de travail, de donner une petite liste à cocher d'étapes. Souvent, c'est des recommandations qu'on retrouve dans des rapports d'évaluation spécifiques pour différentes problématiques, mais elles s'appliquent très bien à l'ensemble de la classe. J'ai terminé chacune des entrevues en demandant à mes invités s'il y avait quelque chose qu'elles souhaitaient ajouter, un élément qu'elles auraient envie de partager avec les auditeurs du balado. Voici donc la réponse de Julie Normando. J'ai comme une réflexion en ce moment à propos de toute l'orthopédagogie en soi. Je trouve que souvent, l'orthopédagogie sera vue de façon peut-être positive dans certains aspects, mais au verbal, on va dire, oui, il faut que tu ailles en orthopédagogie, mais je prends un exemple très, très simple qui arrive régulièrement. Les enfants sont en train de faire une activité en classe qui est quand même le fun, parce que c'est rare qu'on fait des affaires pas le fun dans la classe. Oui. Et là, ils sont pris pour sortir avec l'orthopédagogue. Puis là, ils arrivent ici, puis il y en a une, elle me dit, mais pourquoi? Je suis déjà pas bonne. Pourquoi moi, je suis encore ici aujourd'hui, tu sais? Pour ces enfants-là, je me dis, je sais pas comment on pourrait changer cette mentalité-là ou cette façon de faire-là. Puis je pense pas que c'est que, tu sais, je pense qu'on est même pas au courant qu'on fait ça. Mais je pense quand même qu'on clive les enfants qui ont des façons d'apprendre différentes. Puis ça, je pense que c'est dans notre société, c'est dans nos cultures. On essaie d'enlever ça, mais je pense que de par le fait que c'est pas comme les autres, il y a quelque chose qui vient avec qui est négatif. De son côté, Josée Perron y est allée d'une analogie pertinente. À force de travailler avec les élèves, je me rends compte que l'orthopédagogie est un peu comme la physiothérapie. On a tendance à avoir une petite pensée magique. On va chez le physiothérapeute, je vais aller faire 4, 5, 6 traitements, il va me guérir. Parfait. Mais quand on va en physiothérapie, il nous donne des exercices. Il faut qu'on travaille nos exercices en dehors. Si on ne fait pas nos exercices en dehors, il n'y aura pas de magie. Mais c'est un peu le même principe quand ils viennent nous voir. Oui, on met des stratégies en place, mais on leur donne des missions, on leur donne des éléments de pratique. Mais l'enjeu, c'est d'allumer la flamme du plaisir en lecture, par exemple, parce que de leur donner une mission de rééducation en lecture, quand on n'aime pas ça, c'est un peu plus difficile. Un athlète qui est motivé à retourner jouer au hockey ou au football va peut-être faire ses exercices plus facilement. Il y a un concept d'effort aussi, il y a un concept d'engagement de l'élève, d'investissement. Donc, de là, l'importance du lien avec l'enseignant puis de travailler en équipe pour soutenir notre élève, là, c'est un énorme défi pour lui de mettre ça en pratique puis de s'entraîner. C'est ainsi que se termine l'épisode 2 de la 3e saison. Un grand merci à mes invités, Julie Normando et Josée Perron. Merci encore une fois à Simon Proulx, guitariste et compositeur. C'est sa musique qui nous accompagne dans chacun des épisodes. Mon nom est Marc Proulx, vous avez écouté La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage.